Le mois de juillet vient tout juste de débuter et donc je vais vous faire un petit récapitulatif de ces 6 premiers mois de l'année en termes de lecture. Je vais vous donner un peu des statistiques, vous parler de... Alors pas vous parler de toutes mes lectures parce que il y en a déjà qui ont été plus ou moins bonnes. Je pense que je vais vous parler de mes coups de cœur et de mes déceptions parce que c'est le plus intéressant, je pense. On va commencer par une première statistique. J'ai lu 23 livres depuis le début de l'année, ce qui est, j'ai envie de dire dans ma moyenne, mais je dirais dans ma moyenne basse. Parce qu'il y a souvent des années où je suis déjà à une trentaine de livres à ce moment de l'année, ou même à 50 livres, enfin tout dépendant de ce que je lis en début d'année. Là, en sachant que je n'ai pas lu beaucoup de mangas, mais j'ai une série de 7 mangas qui m'attendent. Coucou Louise, si tu passes par là, parce que c'est les Blue Flags que j'ai empruntés à ma copine Louise, du coup. Mais du coup, je me suis vraiment concentrée sur les romans en ce début d'année, et ça se ressent au nombre de livres que j'ai lus. J'en suis pour l'instant à 15 romans, 2 bandes dessinées, 2 mangas, 2 nouvelles, 2 novellas, un documentaire et un essai. Ce qui, oui, ne m'étonne pas. Je suis assez curieuse de savoir combien de audiobooks j'ai lus. J'en ai lu 10. Parce qu'en fait, les audiobooks, c'est vraiment rentré dans mes habitudes de lecture, puisque en fait, je les lis sur mon temps pour aller au travail. Même au mois de... Alors, c'était au mois de juin ou c'était au mois de mai? Oui, c'était au mois de juin où je lisais carrément mon livre audio en commençant à travailler. Bon, j'ai très vite arrêté parce que 15 heures de livre audio, ça va très vite, du coup, sur Nextory. Et donc, après, je me suis retrouvée un peu en panne parce que je ne pouvais pas lire autre chose. Et par contre, je n'ai pas lu de e-book parce que j'ai souvent des périodes comme ça où je vais laisser ma liseuse dans un tiroir pendant 6 mois, je vais pas y penser. Et puis, pendant les 6 autres mois, je vais bouffer plein de livres, de livres numériques. Là, en plus, il y a l'OP All Stars et du coup, j'en profite pour faire le plein. Même si, du coup, je fais le plein, mais je ne vide pas beaucoup ma liseuse, hein, vous vous doutez. Alors, pour commencer à vous parler de mes lectures un peu marquantes, dans le sens positif et négatif du terme, je vais vous parler du dernier livre du livre que je viens de mettre en abandon, parce qu'en fait, je sais que je ne le lirai plus, je ne terminerai pas. Et je suis très déçue, voilà, parce que j'en attendais pas mal de lui, et en fait, ça a été une belle déception. Il s'agit de Holly Boy de Lee Hee-ju. On suit dans ce thriller 4 femmes qui sont totalement obsédées par une star de K-pop qu'elles vont finir par kidnapper et enfermer dans une maison d'hôtes au fin fond des montagnes en Corée, enfin dans un coin un peu perdu, et essayer de... En fait, elles ont profité du fait qu'il a eu un accident de voiture et qu'il ne se remémore pas en fait ce qui s'est passé pour lui faire croire un peu tout et n'importe quoi. Elles sont du coup vues comme celles qui l'ont sauvée, alors que c'était un peu prévu, hein, qu'ils finissent en fait par se retrouver dans ce chalet. Et en fait, j'ai pas du tout accroché à la narration. Et pourtant, il me reste littéralement 2 chapitres. Bon, et les 2 derniers chapitres sont très longs, ce qui m'a fait en fait reculer la lecture de ce livre pendant un bon moment, parce que j'étais en mode, je suis déjà tellement pas investie dans ce qui se passe que les deux derniers chapitres qui font une centaine de pages à eux deux, hein, ouais, même 150 pages, en fait, j'avais pas du tout envie de les lire. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai commencé à lire d'autres livres et j'ai pas forcément oublié ce qui s'y passait, mais en fait, mon intérêt est vraiment retombé dans ce livre. C'est vraiment la narration qui a pêché pour moi. C'est un roman choral, donc je pense que ça peut plaire à des gens, mais du coup, je ne me suis jamais vraiment investie dans ce qui arrivait au personnage et aussi à la star de K-pop. Ce qui est intéressant par contre, c'est qu'on a justement le fait que ce soit un roman choral, et donc on a une multiplicité de points de vue, même de la star de K-pop. On a aussi une vue un peu de ce qui se passe dans l'industrie de la K-pop, ce qui est vraiment chouette pour le coup, mais on n'est jamais vraiment, je dirais, rentrer en profondeur. Ça avait déjà mis pas mal de temps à démarrer, et puis au final mon intérêt est retombé, donc malheureusement je viens de le mettre, je viens de l'enregistrer dans mon compte Livre Addict comme un abandon, parce que je sais que je ne le lirai pas. Et pourtant,
l'intérêt était là, j'avais très très envie de le découvrir, j'avais très envie de l'aimer, et puis au final, ça ne s'est pas passé comme ça, ce sont des choses qui arrivent, et c'est aussi une des choses qui me fait dire que vraiment, il ne faut pas que je fasse dédicacer des livres que je n'ai pas encore lus, c'est un bon moyen de me remémorer le pourquoi je ne fais plus de dédicaces lorsque je n'ai pas lu le livre. Et en fait, il fait partie de ma fournée des quêtes du polar, et ce n'est pas le seul que j'ai fait dédicacer du coup. Donc on verra bien pour les autres, mais je suis un peu déçue par celui-là, malheureusement. On va continuer avec mes déceptions, et celui-ci pour le coup c'est une belle déception. C'est Cathy de Michael McDowell, parce que pareil, vu comment j'avais adoré la série Blackwater, je ne m'attendais pas à être aussi déçue de Cathy. Alors pour le coup, celui-ci, je l'ai lu en entier, je l'ai lu en livre audio. En fait, il reste une de mes belles déceptions de l'année. On suit en fait une protagoniste qui s'appelle... Comment qu'elle s'appelle ? Philomela Drax, qui vit très pauvrement avec sa mère. Elles vivent dans un espèce de taudis loué de manière hors de prix par un riche. Et en fait, un jour, sa mère reçoit la lettre de son père, donc le grand-père de Philo, qui lui dit que, en fait, il se retrouve dans une situation quelque peu pas rigolote du tout, parce qu'en fait, il se retrouve dans une famille qui le pousse à mourir, on va dire, et qui serait pas étonnée qu'un jour elle passe à l'acte. Et il parle notamment d'une jeune fille qui s'appelle Cathy et qui aurait un peu des dons de voyance et qui serait particulièrement dangereuse, même si toute la famille est dangereuse. Et donc il supplie Philo et sa mère de venir l'aider, parce que il sent qu'il passera pas l'été, quoi, si je puis me permettre cette expression. Philo n'est content que son courage. Il a un peu l'appel de l'argent quand même, hein, et puis le fait de vouloir renouer les liens avec son grand-père, va décider de partir chez le grand-père et essayer d'arranger la situation, et ça ne va absolument pas bien s'arranger du tout. Je m'attendais typiquement à un roman de vengeance, parce que la famille de Cathy va faire des choses absolument sordides, et Cathy aussi va participer à ces choses sordides. Je me demande si c'est pas elle à chaque fois qui fait des trucs sordides d'ailleurs. Oui, c'est elle qui fait les trucs sordides d'ailleurs. Et en fait, Philo est très passive tout au long de son histoire. Malgré le fait qu'on ait le point de vue de la famille, donc la famille Slape, et le point de vue de Philo, il y a certains moments dans l'intrigue où j'avais l'impression qu'on suivait deux romans totalement différents, qui se rejoignent au niveau des thèmes, parce que on a une protagoniste qui va être humble et qui va essayer de se sortir de la misère dans le bon côté de la morale, alors que les Slape le font d'une toute autre manière et font de la manière la plus immorale possible. Mais voilà, c'était un peu convenu, je dirais. La protagoniste ne m'a pas touchée, parce que justement elle était trop gentille au bout d'un moment, puis même la fin, c'est même pas, on va dire que c'est même pas elle qui se venge typiquement, on va dire que c'est le karma presque. Donc voilà, j'ai été vraiment déçue par ce livre audio, mais je pense que ça ne va pas m'empêcher de lire d'autres livres de Michael McDowell. J'ai d'ailleurs les Aiguilles d'Or chez moi, et puis sur Nextory il y a également d'autres livres de Michael McDowell. Je pense que l'amulette pourrait être une histoire qui me plairait un peu plus, mais bon, comme dit, en lisant Cathy, je m'attendais à toute autre chose, et puis je me suis retrouvée avec pas une folle expérience de lecture. On va passer à un de mes premiers coups de cœur de l'année, du coup. Je me suis dit récemment, tu l'as tellement aimé que il ne peut pas ne pas faire partie de ton top lecture de 2026. Il s'agit du Glouton de Eke Blackmore. On suit deux temporalités dans ce roman, une dans le passé et une dans le présent, on va dire, avec une bonne sœur qui s'appelle sœur Perpétue, qui doit s'occuper d'un malade qui est en fin de vie, hein. On se doute qu'il va mourir incessamment sous peu, et il fait peur parce que sa réputation le précède. Il aurait mangé tout et n'importe quoi, des choses
des choses, des objets, des choses mortes, des choses vivantes, et notamment il aurait mangé des rats, il aurait mangé un bébé. Donc une réputation assez horrible pour j'allais dire ce jeune, non, il a une trentaine, quarantaine d'années. À l'époque où ça se passe, c'est un peu avant la Révolution française. C'est un peu vieux, hein, on peut dire. Et en fait, donc ce patient s'appelle Tarare et va décider de raconter son histoire un peu pour provoquer la sœur et en même temps pour se livrer et livrer une part de lui-même avant de mourir. Et c'est servi avec une plume qui est mais somptueuse, avec un rythme qui est travaillé, même dans la traduction, ça s'est senti que le rythme était vraiment travaillé et que voilà, c'est, enfin. Et si vous avez aimé le parfum, typiquement, il va vous plaire. On peut dire de l'obsession jusqu'au boutisme du protagoniste, parce que lui ne tue pas des jeunes femmes pour créer le meilleur parfum du monde, mais il est obsédé par le fait de manger, il a une faim insatiable, et on peut retrouver justement un peu cette obsession-là. Et on sent en fait la passion de l'autrice pour un peu ce mythe que je ne connaissais pas, mais qui existe vraiment en France, et qui voilà, qui est cet homme qui s'appelait Tarare et qui aurait mangé tout et n'importe quoi dans les années vers la Révolution française. Et on sent un peu l'influence de la Révolution française, on sent pas mal de choses historiques sur le comportement du protagoniste, et c'était vraiment très très chouette. C'est vraiment un livre que j'aime énormément. Je suis un peu paradoxale parce que lui, pour le coup, je l'ai fait dédicacer par l'autrice sans l'avoir lu, et là, ça a été une belle surprise, donc je suis très contente de l'avoir fait dédicacé. Je crois que l'autrice va sortir un livre au mois de septembre en anglais. J'espère qu'il va être vite traduit en français, parce que j'ai vraiment hâte de retrouver cette plume. J'ai hâte de retrouver tout l'univers un peu... On retrouve un peu l'univers weird que j'affectionne vraiment particulièrement, et qui m'a vraiment charmée dans ce roman. Et pour celles et ceux qui ont lu le parfum, vraiment je vous le recommande parce qu'il est très 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 bien. Je me suis essayée à un one-shot de Tatsuki Fujimoto, qui est connu pour la série Chainsaw Man, et là j'ai lu Adieu Eri. On suit un adolescent qui s'appelle Yuta, qui est absolument fan de cinéma et qui a fait un court-métrage qui met en scène sa propre mère en train de décéder. Et c'était une demande de sa mère. Et en fait, il a fait le film de manière à ce que ses camarades ne comprennent absolument pas la démarche artistique. Et en fait, ils ont détesté le court-métrage. Au vu des réactions viscérales du coup de ses camarades, Yuta est sur le point de se jeter d'un immeuble, si je me souviens bien. Et en fait, il y a une de ses camarades de classe qui va l'empêcher de sauter, et qui va l'encourager en fait à faire un film exactement comme le film qu'il a réalisé sur sa mère, mais sur elle du coup, puisque, alors je sais plus si c'était parce qu'elle veut mettre fin à ses jours ou si c'est parce qu'elle est malade elle-même. Il y a une relation du coup qui va se créer entre Eri et Yuta. Yuta va tomber de plus en plus amoureux de Eri, alors que elle a l'air assez inaccessible. Et je m'attendais en fait à... Je m'attendais à autre chose. Typiquement, je me souviens pas de grand chose, je vous dirais, parce que c'est pas quelque chose qui m'a marqué. J'avais essayé Chainsaw Man au moment de sa hype, et puis quand je vois les vidéos analyses des personnes qui aiment beaucoup Chainsaw Man, je remarque en fait l'intérêt qu'il peut y avoir, je remarque les points positifs, mais en fait c'est un style avec lequel je n'accroche pas. J'ai du coup essayé de rejoindre l'auteur avec son one shot, sauf que là pareil, je n'ai pas vraiment accroché, j'ai pas trouvé les thématiques qui me convenaient vraiment. Oui, et puis c'est, on va dire, un peu convenu, je m'attendais un peu à la fin, donc oui, j'ai pas apprécié plus que ça, et je pense que je réessayerai peut-être cet auteur un peu plus tard, parce que
Je vais vous parler d'un beau coup de cœur que j'ai eu il y a très peu de temps, c'était il y a quelques jours, avec une autrice que j'ai lue il y a quelques années et où je n'avais vraiment pas accroché à son style et tout ça. Et en fait, je viens d'essayer un autre de ses romans et j'ai vraiment beaucoup aimé. Il s'agit de La Dernière Allumette de Marie Vareille. J'avais lu un des premiers livres de Marie Vareille qui était du style young adulte. C'était Elia la passeuse d'âme, si je me souviens bien. Et je n'avais pas accroché. Il y avait pas mal de choses qui m'intéressaient dans l'intrigue, où c'était dans une espèce de dystopie où il y avait une jeune femme qui devait s'occuper des morts et les faire passer de l'autre côté. Et un jour, elle va découvrir un homme en fait qui n'est pas mort. Voilà. Et qui va lui faire comprendre que la société pour laquelle elle croit n'est pas aussi rose que ce qu'elle voudrait et qu'elle est manipulée en fait par le système. Et elle va, voilà, un peu comme toutes les dystopies de l'époque, rentrer en rébellion et à faire chuter le système. Et voilà, j'avais pas aimé, j'avais lu que le premier tome et puis il y avait pas mal de choses que je n'avais pas appréciées plus que ça, donc je n'avais pas continué. Sauf que là, La Dernière Allumette, en fait, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre-là. On suit Abigail, qui vit depuis quelque temps dans un couvent en Bourgogne où elle a fait vœu de silence et son quotidien est vraiment rythmé par l'habitude et surtout rythmé par les visites de son frère qui passe 2 samedis par mois et c'est quelque chose qui l'exaspère beaucoup parce que elle n'apprécie pas son frère, on comprend pas vraiment pourquoi et en fait on va découvrir le pourquoi du comment elle n'apprécie pas son frère à travers l'histoire qu'elle va faire de la vie de son frère, de ce qu'il lui a raconté justement pendant ses visites et on la suit également au travers de ses journaux intimes quand elle était petite, quand elle avait environ 8-10 ans et où elle raconte en fait le quotidien qu'elle a avec sa famille très dysfonctionnelle. Trigger warning, ça va parler de violence, de père violent, de violence intrafamiliale. Et on a un deuxième point de vue qui va nous apparaître au bout d'un moment, mais je vais éviter de vous dire lequel, mais ça a un lien avec justement les violences intrafamiliales. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, c'est la voix d'Abigail. L'autrice a vraiment su la faire vieillir, a su lui donner corps. Puisque on a une petite fille qui fait des fautes de français, qui fait des jolis mélanges d'expressions parce que sa mère est une fainéante, mais elle pense que c'est une fainéante et pas une feignante comme son père aime à le répéter. Et on suit voilà tout le parcours de cette jeune fille qui on le comprend assez vite et elle est suivie en fait pour être une surdouée. Mais voilà, dans une famille dysfonctionnelle comme ça, comment est-ce qu'on peut vraiment s'épanouir en étant pas tout à fait dans la norme, et on suit également les répercussions et les dommages que ça fait chez son frère, du coup, puisque lui-même a très peur de reproduire la violence de son père. On suit ces deux personnages évoluer, du coup, au sein de cette famille et dans la vie adulte. Comment est-ce qu'ils sont arrivés à se relever de ça? Comment est-ce qu'ils vivent au quotidien avec la peur de reproduire le schéma ou la peur de subir à nouveau des violences dans certaines familles. Et voilà, c'est vraiment très bien fait. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que l'autrice a su mettre les mots là où il fallait. Parce que Abigail a une très belle voix, mais elle est un peu poétique. Elle le dit dès le départ que, en plus, c'est une narratrice non fiable. Elle nous le dit elle-même puisqu'elle a des trous de mémoire, peut-être elle crée des souvenirs elle-même, peut-être qu'elle les a modifiés parce que c'était trop fort pour elle. Mais du coup, elle met aussi des mots un peu poétiques sur ce qui se passe et même la petite Abigail a aussi tendance à enjoliver la réalité et donc j'avais un peu peur que ça reste comme ça tout au long du roman, sauf que le deuxième point de vue dont je vous parlais va mettre des mots clairs sur ce qui se passe et va montrer un peu le côté clinique, le côté organique de ce qui se passe vraiment
au sein des violences conjugales et au sein des violences intrafamiliales. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ça parce que du coup, on a Abigail qui est une victime de ce qui s'est passé dans son enfance, qui s'est construit un système de défense pour s'en sortir. Son frère a trouvé un autre système de défense, mais du coup, avec ce deuxième point de vue qu'on a dans le roman, on voit vraiment le côté clinique et on a les mots qui sont posés. Abigail, c'est vraiment un personnage qui m'a beaucoup touchée et que j'ai vraiment aimé suivre, et les personnages qui gravitent autour d'elle également. Et bah du coup, la plume était vraiment maîtrisée et je suis vraiment maintenant très curieuse de découvrir d'autres livres de Marie Vareille. J'ai beaucoup aimé également du coup la lectrice qui est... Alors, est-ce que j'ai Caroline Tillette et Renaud Bertin, qui ils ont des voix très agréables à écouter, et Caroline Tillette a su changer sa voix au moment où elle fait Abigail adulte et Abigail petite, et c'était vraiment touchant à écouter. Bref, ça a été une super expérience, que ce soit en termes de lecture ou en termes de lecture audio. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre et je suis très contente de l'avoir lu, de l'avoir découvert. Et je ne pouvais pas ne pas mettre mon premier gros coup de cœur dans ce bilan de mi-année, Briser les os de Cassandra Kho. Dans cette novella d'un peu plus de 110 pages, c'est vraiment pas grand chose, on a malgré tout une histoire très prenante, une plume sublime et un personnage très attachant qui s'appelle John Parsons, qui est un détective privé qui va un jour recevoir dans son cabinet un jeune homme, un jeune garçon, qui va lui demander de tuer son beau-père. Alors bon, déjà... vous vous doutez bien que ça fait pas partie de sa clientèle habituelle, et surtout, on n'a pas l'habitude de lui demander de devenir un tueur à gages. Voilà. Et donc, au départ, il est sur le point de refuser, et puis, au fur et à mesure, on va comprendre que John Parsons n'est pas un détective privé comme les autres, qu'il a des espèces de pouvoirs d'intuition, il est capable de déceler les particularités des gens, je dirais presque, et au final, il va découvrir que ce que le garçon va dire par rapport à son beau-père, comme quoi ce serait un monstre et qu'il ne peut pas laisser son petit frère ni lui-même entre les griffes de ce tyran, eh ben, il est peut-être pas si loin de la réalité, puisque John Parsons va découvrir qu'effectivement, ça pourrait bel et bien être un monstre. Là aussi, on va parler de violence intrafamiliale, donc trigger warning hein, là également, mais... Oh là là, oh, ce bouquin, j'ai absolument adoré. J'en ai déjà fait les éloges dans une de mes dernières vidéos où je vous le présentais en détail. Si vous êtes friand de littérature horrifique, vraiment je vous le recommande parce que il est très bien écrit. Le personnage de John Parsons en une centaine de pages est tellement bien caractérisé que je me suis jetée sur la suite, mais en même temps je l'ai pas encore lu parce que justement il n'y a que 2 tomes dans cette série. Je suis très triste, mais j'espère peut-être que l'auteurice va en faire d'autres, peut-être dans le futur, j'espère. Autant sur Le Glouton, sur d'autres livres, je me suis dit, ah, c'est peut-être des coups de cœur. Là, j'ai eu aucun doute. Est-ce que je vais vous parler d'un dernier bouquin ? Oui, il y a Les Sœurs Hollo, bien sûr, qui fait partie de mes top lectures de ces derniers mois. C'est un roman young adulte, ça faisait longtemps que je n'avais pas lu de young adulte et j'ai été très très contente de redécouvrir ce genre au travers d'une fiction un peu horrifique, très organique, très corporelle, très sensorielle également, puisque il y a beaucoup de mentions, de descriptions olfactives et qui sont vraiment très bien écrites. On se sent vraiment plongé dans une atmosphère très très riche et très très chouette. On y suit Iris Hollo, qui est une des sœurs Hollo, qui sont connues en fait en Angleterre parce que dans les années 2000, si je me souviens bien, enfin dans la nuit de la Saint-Sylvestre entre le 31 décembre et le 1er janvier, elles ont disparu et pendant un mois, on les a recherchées jusqu'à ce qu'elles réapparaissent au même endroit où elles ont disparu, dans une rue à Édimbourg, où il n'y aurait normalement pas d'endroit, il n'y a pas de possibilité qu'elles aient pu disparaître, surtout qu'elles ont échappé quelques instants, quelques secondes à l'attention de leurs parents, et en fait elles ont disparu toutes les 3 pendant un mois jusqu'à réapparaître au même endroit exactement. Donc il y a eu moult théories, moult sujets sur les réseaux sociaux, en plus avec internet et tout ça. Leur mystère n'a jamais vraiment disparu, puisqu'il y a toujours eu quelqu'un pour s'y intéresser, et toujours quelqu'un pour relancer, pour remettre une pièce dans la machine. Au-delà de ça, ses sœurs sont devenues célèbres, puisque sa sœur aînée qui s'appelle Gray,
c'est ça, la plus âgée, est devenue mannequin. Elle est vraiment devenue égérie de plein de marques. Elle a un Instagram avec plusieurs millions de followers. Et son autre sœur, Vivi, elle est plus dans le rejet de cette célébrité. Elle va plus dans les milieux underground. Elle essaye d'enlever justement cette beauté qui est devenue un peu leur marque de fabrique, en se rasant les cheveux, en se faisant des tatouages, des piercings partout. Et Iris se retrouve un peu entre les deux schémas, c'est-à-dire qu'elle a du mal avec cette beauté très attirante, ce fantasme presque de devenir un peu comme sa grande sœur, d'assumer pleinement sa beauté, d'assumer pleinement ce pouvoir attractif qu'elles ont pour le commun des mortels, je dirais presque. Et en fait, le mystère va se rouvrir puisque Grey va disparaître pendant quelques semaines. Et où est-ce qu'elle a pu passer? Est-ce que la malédiction des sœurs Holo s'abat à nouveau sur ses trois sœurs? Une plume très poétique qui nous donne des images très fortes en tête, une plume très sensorielle qui va nous donner des odeurs qu'on n'aurait presque jamais senti dans un livre. Et ouais, c'était vraiment très très chouette. Une protagoniste aussi qui évolue, une protagoniste attachante qui a des peurs au début, qui va de plus en plus les affronter au fur et à mesure, une sororité aussi qu'on suit dans ce roman qui est vraiment très chouette à lire. Et puis toute une partie sur la disparition, sur les thématiques du deuil, puis tout ce passé familial, ce passé des sœurs aussi qui va hanter le présent, qui est très c'est des thématiques qui sont très très bien abordées, j'ai trouvé. Et ouais, vraiment très très chouette. J'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. Et ouais, il fait partie de mes tops en tout cas. Et un petit dernier pour la route, parce que j'en ai pas encore parlé sur la chaîne, et je vais m'arrêter ensuite là, parce que alors j'ai pas mis une aussi haute note que pour les autres, je me rends compte, mais j'en garde un bon souvenir, donc peut-être qu'il fera partie de mes tops au final. Il s'agit de Méduse de Martine Desjardins, qui est un roman québécois, si je me souviens bien. Oui, il est québécois, puisqu'il y a des expressions québécoises à l'intérieur. Ensuite, donc, la protagoniste qui va raconter son histoire, qui s'appelle Méduse, du coup, et qui a des yeux qui apparemment sont absolument horribles au point où si elle regarde les gens, elle est capable de les tuer. Voilà, donc on reprend le mythe de Méduse dans la mythologie grecque. Il y a un espèce de mélange entre justement cette figure mythologique et le côté assez contemporain, parce que je sais plus exactement si l'autrice nous mentionne en quelle année se passe l'histoire. Et en fait, l'histoire de Méduse va débuter le jour où, n'en pouvant plus de leur fils, ses parents vont décider de la mettre dans un internat un peu particulier où il n'y a que des filles comme elle qui sont rejetées de la société en fait. Il y a toute une réflexion sur la condition féminine, sur déjà avec cette espèce d'asile où il n'y a que des filles comme elle qui y sont mises. On retrouve un peu justement ce côté un peu comment il s'appelait, Le Bal des Folles, donc qui est un roman beaucoup plus historique pour le coup et très lié à la réalité, mais j'ai retrouvé un peu cette thématique là de filles qui sont rejetées parce que différentes, et c'est vraiment quelque chose que j'ai aimé. Et là pareil, on a une protagoniste qui va évoluer, qui va de plus en plus assumer ce qu'elle est, assumer le côté bestial, on va dire, le côté créature qu'elle a en elle, et devenir femme au fur et à mesure de l'intrigue. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Petite particularité de la plume, c'est que l'autrice va mettre des adjectifs différents à chaque fois qu'elle va parler des yeux de Méduse. Donc elle va dire les difformités, elle va dire ses monstruosités. J'ai vraiment beaucoup aimé cet aspect de la plume qui se retrouve aussi dans le livre audio, puisque la lectrice qui est Ariel Charest va à chaque fois accentuer ces adjectifs-là, donc montrer très certainement que dans le texte original, ces adjectifs-là doivent être en italique. Ça va montrer à chaque fois l'importance que tiennent les yeux de Méduse dans son développement et dans le fait qu'elle va au début les rejeter et puis au fur et à mesure se les approprier pour devenir femme et pour devenir pour se sauver elle-même en fait. Je vais m'arrêter là pour ce bilan de moitié d'année. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos meilleures et vos pires lectures jusqu'à présent sur ces 6 premiers mois de l'année. N'hésitez pas à partager, commenter et booster la vidéo au passage. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.